Fetterman, donc de l'association Arbre. J'ai l'honneur après toi, d'ouvrir le bal. Je vais le faire de manière brève pour que tout le monde puisse s'exprimer. Juste vous rappeler, est-ce que c'est nécessaire de vous convaincre de l'importance des arbres? Je crois que le grand public aujourd'hui est convaincu de ça. Mais on est ici deux associations amies, le GNSA largement représenté, et puis plusieurs adhérents aussi dans la salle de l'association Arbre, où on se retrouve souvent sur le terrain pour défendre les arbres, des arbres un petit peu partout. Et on s'est donné, sans se donner de consignes précises, cette perspective de se dire, maintenant, ça suffit que des arbres soient abattus lorsqu'ils ne doivent pas l'être, lorsqu'il n'y a aucune raison qu'ils le soient. Et donc ça fait notre terrain d'unité. Nous, on est plus arbres remarquables, mais chaque fois qu'on peut apporter notre aide, on va le faire aux côtés du GNSA pour empêcher que des arbres qui ne devraient pas du tout être abattus, qui vont l'être pour un projet immobilier, pour des circonstances qui ne méritent pas du tout l'abattage d'arbres, pour dire c'est fini, ça doit s'arrêter, ce n'est plus possible que ça continue comme cela. Voilà ce qui nous unit, beaucoup d'endroits où on se retrouve pour dire non, ces arbres-là, on les laisse tranquilles. Alors, je vous donne à chaque fois la réponse qu'on a, et vous l'avez tous entendu si vous vous mobilisez à tel ou tel endroit, c'est toujours la même réponse. Oui, on va abattre ceux-là, mais vous vous doutez de ce que je vais dire après, c'est toujours la même. Mais on va en replanter 150 et 200. Et à ceci, on tombe tous d'accord pour dire ce n'est pas du tout la même chose de conserver des arbres qui ont une grande maturité. Je ne parle même pas de vieux arbres, mais des arbres mûrs, des arbres qui ont un certain âge, et de planter 5, 6, 7, 8, 10 jeunes arbres qui vont mettre beaucoup de temps à travailler. Donc, maintenant, à chaque fois qu'il y a un projet immobilier, nous, on essaye de se positionner pour dire, OK, on ne va pas se positionner pour dire, non, il ne faut pas une école ou il ne faut pas une crèche, par exemple. Les arbres prennent du gaz carbonique, ou dioxyde de carbone, comme vous voulez, c'est la même chose, et vont contribuer largement à réguler le climat en ville, puisqu'il est beaucoup question d'arbres en ville, et sur la planète. Donc le gaz carbonique. 2, il rejette l'élément indispensable à la vie sur Terre, à tous les animaux et les hommes, qui est l'oxygène. N'oubliez pas le troisième argument. Alors certes, c'est peut-être pas le jour d'en parler quand il y a les inondations dans le Pas-de-Calais, mais on sort de grandes périodes de sécheresse. Les arbres, par leurs feuilles, rejettent énormément d'eau. Ils pompent de l'eau en bas, ils en rejettent grâce à leurs feuilles énormément, et donc contribuent largement à ce qu'il y ait de la végétation qui repousse, et on pourrait aller loin vers l'Amazonie. Quand on a coupé beaucoup d'arbres en Amazonie pour mettre du bétail, pour faire des hamburgers ou des choses comme ça, il y a des gens qui disent mais comment ça se fait, il pleut beaucoup moins qu'avant. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer à développer ce sujet-là, j'aimerais apporter tout mon soutien à 3 écureuils qui sont sur le chantier de l'A69 aujourd'hui, qui sont là depuis hier déjà, qui sont dans le froid, qui sont sous la pluie et qui sont assiégés par les forces de l'ordre. Cette nuit, toutes les 15 minutes, on les a réveillés pour les empêcher de dormir, et ils ne peuvent ni recevoir ni d'eau ni de nourriture. Voilà, je tenais à le signaler. Merci. Et donc ça, c'est tout moi. C'était quoi la question? C'était savoir si les arbres étaient plus menacés qu'avant. Ok. Alors la question, c'est voilà, est-ce que les arbres sont plus menacés qu'avant? Je ne pense pas qu'ils soient plus menacés qu'avant. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère où les réseaux sociaux et les journaux nous donnent l'importance que les arbres sont beaucoup plus coupés. Ils ont toujours été coupés depuis la nuit des temps. Sauf qu'aujourd'hui, vu que nous sommes de plus en plus nombreux sur cette planète, eh bien, le moindre arbre qui disparaît, eh bien, il met en péril notre survie sur cette planète, tout simplement, puisque s'il fait chaud, c'est parce qu'on a un déficit constant d'arbres. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit, plus on est nombreux, et plus on coupe, et plus on dégrade des espaces naturels. Et aujourd'hui, il va falloir arriver à faire cette balance entre le nombre d'êtres humains sur la planète et se dire que la planète n'est pas exponentielle, elle a un volume bien défini,
et que si on continue à grignoter de ces espaces naturels en permanence, eh bien, c'est pas la planète qui est en danger, je tiens à vous le signaler. La planète, elle se remettra parfaitement des erreurs qu'on a faites, mais par contre, c'est nous qui sommes vraiment en danger. Voilà, j'espère, je sais pas si ça a répondu à votre question. C'est un objectif qui va être difficile à atteindre, parce que la forêt, on le voit bien, absorbe de moins en moins de carbone. Je pense que les arbres sont en train de se rebeller, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'avoir un seuil de rupture, ce que j'observe tous les jours. Mon métier, c'est de faire des expertises d'arbres. J'observe des arbres qui sont toujours là. Vous avez l'impression que tout va bien, mais ils ont beaucoup moins de feuilles, ils ont des feuilles malingres, ils ont un système racinaire qui est déficient, parce que ils ont des chocs de température très importants et des chocs hydriques importants. On voit bien, je parle que les arbres sont en train de se rebeller, mais la nature en général est en train de se rebeller aussi. On le voit bien, toutes ces inondations qu'il y a partout. Il a été coupé 1 200 000 km de haies depuis les années 50. C'est énorme. Je vois pas, ces haies-là étaient là pour bloquer l'eau. Et maintenant, on les retrouve dans les photos qu'on voit actuellement, sont inédites et on les voit de plus en plus à la télévision. Alors, on vit dans une ville, dans une métropole qui n'est pas ordinaire, qui s'appelle Paris. 2 articles émis par les plus grandes institutions scientifiques. D'une, le Lancet, plus grande revue médicale, qui souligne qu'à cause de sa densité construite, qui est la plus forte en Europe, en cas de canicule, le risque de mourir de chaleur est le plus élevé à Paris de tout le continent. Donc la situation n'est pas problématique, elle est ultra critique. Et plus on continue de construire et d'ajouter, on va dire, et plus les canicules sont renforcées, à cause d'un effet qui s'appelle les îlots de chaleur urbains. Les matériaux de construction, béton, pierre, briques, asphalte, ont cette particularité qu'ils ont une forte inertie thermique, c'est-à-dire qu'ils concentrent la chaleur en cas de canicule. Et ce qui crée une anomalie thermique, ce qui fait qu'au milieu de Paris, vous avez des températures parfois de 10, 12, 14 degrés supérieures à ce qui se passe dans la périphérie. Et ça, c'est pas une question simplement de confort, de se sentir bien ou pas, c'est une question de vie ou de mort. Puisque en 2003, rien qu'à Paris, nous avons une estimation d'entre 1000 et 1400 morts pour 2 semaines de canicule. Et le réchauffement climatique faisant, un épisode caniculaire du style de 2003 va devenir ordinaire, habituel d'ici 2050, 2060, et les choses vont continuer, parce qu'on a mis tellement de CO2 dans l'atmosphère que même si on s'arrêtait là, ça continuerait encore pendant un certain temps de grimper. Donc quand on nous dit on va vous compenser ça avec juste 5-10 trucs, mais de quoi vous plaignez-vous, le compte n'y est pas. Et c'est à chaque fois on est obligé de faire ce rappel chiffré, méthodique, avec des calculs de rafraîchissement pour expliquer qu'on ne peut pas se permettre de tuer des arbres matures en bonne santé. Ça aussi, il y a une légende qui a été répandue par l'industrie forestière qui disait qu'un arbre, une fois arrivé à un stade sénescent, arrête de stocker du carbone, tout ça. C'est complètement faux, en fait. Quand on a vérifié ça, tant qu'un arbre est en bonne santé, il accumule de plus en plus de carbone, il rafraîchit de plus en plus, il va mitiger de plus en plus tous les problèmes liés à la pollution atmosphérique, à la pollution du sol, enfin, etc. C'est assez fabuleux. Et d'ailleurs, certains outils plus récents mesurent, par exemple, quand on compare les services écosystémiques d'un arbre de 90 ans par rapport à 60, c'est pas 1,5 fois plus, c'est 2,5 fois. Donc ça n'arrête pas d'augmenter. Et voilà pourquoi, on va dire, un des plus éminents botanistes en France, Francis Allais, n'arrête pas de dire que le consensus scientifique, c'est de protéger les arbres anciens, les arbres qui sont déjà là. D'autant que les jeunes arbres qu'on plante, à cause du réchauffement climatique, parce que les sols sont de moins bonne qualité, ça répond, on va dire, aux préoccupations de Louis, ont des taux de mortalité de plus en plus forts. Donc on est dans une situation où tous les indices sont en train de partir en quenouille. Animaux sauvages de ce bois qui demande qu'à y vivre tranquille. Alors qu'est-ce que je vais essayer de vous dire là? Je vais vous parler des relations entre les animaux sauvages et les plantes avec les arbres. En fait,
je vais vous parler de toutes ces interrelations. Donc finalement, il s'agit d'écologie. Donc on revient un petit peu à la source de l'écologie en tant que discipline. Mais vous vous apercevez qu'en réalité, il y a des coupes extrêmement fréquentes qui sont pratiquées dans le bois de Vincennes et qui bouleversent complètement le territoire de ces animaux et de ces espèces sauvages. Et au lieu de faire des plantations à la place des arbres qui sont nés naturellement dans cette forêt, avec la faune, avec le vent, avec tout ce qui se passe dans la nature en fait. L'écologie c'est ça, c'est tout ce qui se passe dans la nature, et la forêt elle se régénère depuis des temps immémoriaux d'elle-même. On programme l'avenir du bois et on l'oriente dans un sens complètement artificiel, alors que en fait on avait un écosystème qui fonctionnait très bien. Pour faire suite à ce que vient de dire Tanguy, au sujet notamment des îlots de chaleur, je voulais simplement faire allusion à une petite anecdote. Lors de je ne sais plus quelle canicule, j'avais l'occasion d'aller me rafraîchir dans le bois de Vincennes, puisque j'habite dans Paris. Et donc, en entrant dans le bois de Vincennes, quand on vient de Paris, qu'on a passé le périphérique, tout d'un coup, quand on entre dans le bois, on sent immédiatement la baisse de température. Et ça, c'est extrêmement net.